La parole est maintenant Monsieur Paul Jacob pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Bien, Monsieur le Président, Madame la Présidente, pardon, je vais concentrer mon propos sur le cadrage macroéconomique. La stabilité économique est un mythe. On n'en trouve pratiquement aucun exemple dans l'histoire, même dans notre beau pays. La livre tournoie, sur laquelle un président de l'Assemblée nationale, Edgar Faure, avait écrit des pages admirables, a perdu 20 fois de sa valeur initiale entre le bon roi Saint-Louis et le roi Louis XVI. Le franc germinal a été stable, c'est vrai, mais c'était grâce au génie napoléonien. Et au dollar, quant au dollar, il est resté, c'est vrai, d'apparence stable, de Bretton Woods à 71, à 35 $ à l'once, mais c'était l'effet rémanent du génie keynésien. Au passage, puisqu'on parle beaucoup en ce moment de dette publique, je signale qu'en vers 1850, moment où la Grande-Bretagne avait atteint ce qu'aucun pays, même les États-Unis, n'a jamais atteint par rapport au reste du monde, sa dette publique par rapport au PIB était 270%. Vous voyez que malgré tout, il ne faut pas, je ne vais pas rentrer avec le président Carrez dans une discussion sur Rogoff et Reinhardt, mais tout de même, il faut tenir compte de ça. Qu'est-ce qui est stable aujourd'hui dans les marchés? Qu'est-ce qui est stable dans l'économie? Avec une volatilité de 20% en un mois qui n'étonne jamais personne. S'il y a quelque chose qui est stable dans l'économie, peut-être le taux nominal d'imposition sur les sociétés dans la République d'Irlande, peut être explicable par l'influence millénaire de l'Église catholique dans ce beau pays. Mais à part ça, rien. Le programme que l'on nous présente, je parle du cadrage macroéconomique, à la décimale, prévoit donc les taux de croissance, d'investissement ou je ne sais quoi, et se fonde donc sur ce fameux cadrage macroéconomique, un sommet d'humour involontaire. Henri Bergson définissait l'humour comme du mécanique plaqué sur du vivant. Eh bien, c'est exactement ça. On réduit l'économie qui est vivante et complexe à une mécanique simpliste et triviale. Cela déclenche un rire irrépressible. Outre que ces prédictions sont le produit de modèles de prévision d'une pauvreté théorique confondante, ils omettent les réalités concrètes d'un monde qui n'a jamais été aussi instable pour des raisons qui tiennent non seulement à un excès de liquidité monétaire comme jamais l'histoire n'en a connu, mais également à une crise terrible pour des pans entiers de l'économie réelle et industrielle. L'hyperliquidité, elle a été quantifiée et stigmatisée depuis très longtemps. Je l'ai dit au moins une dizaine de fois à cette tribune depuis 2007. La crise financière que nous traversons depuis bientôt 10 ans a été prévue, théorisée, en équation bien avant qu'elle ne survienne. Je me souviens de l'époque où l'on nous vantait la titrisation comme la panacée d'une ingénierie financière garantissant la croissance perpétuelle de nos économies. Bien après pourtant que le professeur Minsky ait fait la démonstration qu'elle constituait une chaîne de Ponzi de dimension planétaire qui ne pouvait conduire qu'à la catastrophe. Cette démonstration est incluse dans un livre de 1986 qui annonçait la crise à venir et qui s'intitulait « Stabilizing an Unstable Economy ». Aujourd'hui, si l'on en croit des auteurs vivants et de référence, et je pense par exemple à Andrew Smithers, la surévaluation des marchés financiers, ça s'exprime par le coefficient Q de Tobin, c'est-à-dire, pour faire simple, un rapport entre la capitalisation boursière constatée et la valeur de remplacement du capital correspondant, est au moins de l'ordre de 50% pour les valeurs non financières et de 79% pour l'ensemble des valeurs cotées aux États-Unis. Et ceci, c'est mars 2016. Ce qui se passe sur les marchés, bien mal décrit par la statistique et pour cause des obligations à risque, est tout aussi et même plus préoccupant. L'excès de liquidité conduit les agents économiques à prendre des risques inconsidérés. La croissance du marché des obligations à risque, que l'on appelle en anglais « high yield bond market » quand on est poli, et « junk bond market », ce qui veut dire marché des obligations pourries quand on est réaliste, représente un triplement en volume sur les 10 dernières années. Ça s'appelle aussi une bombe à retardement. Certes, la spéculation a abandonné le pétrole, lui permettant de revenir à des prix non pas anormalement bas, mais un peu plus proches des réalités de l'offre et de la demande. Cependant, la baisse du pétrole elle-même crée un trouble immense dans l'économie planétaire.
J'ai dû relire 3 fois un titre de première page du Financial Times il y a quelques jours qui précisait que le même royaume comptait emprunter 10 milliards de dollars sur les marchés. J'ai cru qu'il voulait dire 100 ou 1000, 10 milliards. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien non, c'était vrai. La crise de 2007 a détruit de l'ordre de 15 000 milliards de dollars. C'est une estimation probablement large, mais probablement réaliste. Depuis 2007, les banques centrales ont contribué à créer, par ce que l'on appelle les successives quantitative easing, une masse de liquidités probablement équivalente. Ce volume, qui représente seulement, non pas la totalité, mais l'excès pathologique de liquidité de la planète financière, correspond à peu près à l'équivalent du PIB annuel des États-Unis et se déplace à la nanoseconde au gré non pas de l'humeur des opérateurs sur les marchés, mais au gré des algorithmes de nos ordinateurs financiers, c'est-à-dire des robots qui décident, infiniment plus vite qu'aucun être humain ne saurait le faire, les variations de la valeur sur les marchés. Et dans tout ça, après ce cadrage, notre programme de stabilité prévoit sur 3 ans des évolutions à la décimale près. C'est courageux, mais la base est quand même contestable. Sur les fondamentaux de l'économie réelle, ça me fait penser à Sacha Guitry, qui, sur son lit de mort, entendait ses médecins vanter son pouls régulier, sa tension normale, sa température stable, et qui a dit « Si je comprends bien, messieurs, je meurs guéri ». Il est mort assez rapidement. Sur l'économie réelle, prenons le cas de l'acier. L'acier, c'est un marché imprévisible. Mittal dit on ne peut pas prévoir au-delà de 6 mois. Aujourd'hui, le marché est clairement déprimé. Le marché de l'acier, compte tenu du caractère indispensable de l'acier dans bien des secteurs industriels, de l'automobile au bâtiment, de la machine-outil au ferroviaire, en passant par les transports en commun, cette dépression est très significative d'une dépression globale de l'ensemble de l'industrie mondiale. Alors je connais l'explication que l'on nous sert sur le sujet. Ce serait seulement la conséquence de la concurrence de l'acier chinois. C'est vrai que la Chine a, après les folies de Mao sur les hauts fourneaux des campagnes, relancé une véritable activité sidérurgique, mais ça ne suffit pas à expliquer le problème. Et le résultat, c'est quoi ? Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, une entreprise que je connais un peu, l'entreprise Tata, plus précisément sa branche sidérurgique, Tata Steel, doit être à peu près le 5e producteur mondial d'acier, a décidé de fermer ses activités après des pertes massives en Grande-Bretagne, de l'ordre d'un 5e de son chiffre d'affaires. Il en résulte des pertes de dizaines de milliers d'emplois. Voilà des réalités économiques. Voilà l'économie réelle telle qu'elle est. Donc un contexte qui est plutôt terrifiant. Alors, quelques raisons, Madame la Présidente, d'être optimiste quand même, non pas à l'immédiat, mais sur le moyen, peut-être même le long terme. La première est que l'assainissement financier est possible. Non pas par une faillite qui conduirait, si elle concernait un grand pays, à un effondrement systémique de l'économie mondiale, bien sûr. Non pas par le serrage de ceinture qui nous conduit depuis des années en Europe à une croissance atone, malgré l'injection de milliers de milliards d'euros par la Banque centrale, mais tout simplement par l'inflation. Et après qu'ils aient rejeté l'inflation comme un péché capital, les banquiers centraux rêvent aujourd'hui, et vont même parfois jusqu'à exposer en public leurs rêves, ils rêvent d'une inflation à 3%, qui arrangerait bien les choses. Ils iraient jusqu'à 3%, ils le supporteraient aisément et ça irait encore mieux. La seconde raison d'espérer, c'est l'innovation, un domaine dans lequel, d'ailleurs, notre gouvernement est très actif et a en particulier su défendre avec détermination et efficacité le mécanisme du crédit impôt recherche, qui reste, malgré quelques imperfections, un modèle envié au niveau mondial. Enfin, après que les banquiers centraux aient cru pendant 20 ans que la baisse des taux d'intérêt suffisait à réduire toute crise, aujourd'hui, on a un peu rêvé au taux négatif. On y est d'ailleurs au taux négatif réel en matière d'intervention des banques centrales. Après qu'ils aient imaginé des outils non conventionnels qui consistent encore, sans intérêt et souvent sans contrepartie au système financier des dizaines de milliers de milliards de dollars, l'idée se fait jour que pour faire repartir la machine économique, il faudrait peut-être distribuer un peu de cette manne fabriquée par les banques centrales, aux seuls agents capables de faire repartir les choses, les consommateurs,
et en particulier les moins favorisés, mais aussi les petites et moyennes entreprises, dont chacun sait que l'investissement est seul susceptible de créer de l'emploi. Les banquiers centraux, qui sont parfois d'exceptionnels économistes, y pensent sérieusement et parfois tout haut. Sortirons-nous un jour d'un paradoxe qui fait que l'on distribue sans limite et sans frais des milliers de milliards d'euros ou de dollars à un système financier qui les utilise pour gonfler des bulles spéculatives dont l'explosion peut nous tuer? Oserons-nous imaginer une distribution, non pas par les États lourdement déficitaires, mais par les banques centrales, qui après tout se sont tout permis au cours des 10 dernières années, une part au moins de cet argent, en particulier aux entreprises, et je pense surtout aux PME. Stabiliser un monde instable, je termine Madame la Présidente, stabiliser un monde instable, pour paraphraser et traduire maladroitement le titre prophétique de Minsky en 1986, paraît une tâche impossible dans une période de crise qui dure depuis 2007 et qui se prolongera encore, en étant optimiste, au moins autant qu'elle n'a déjà duré. Il nous reste à espérer que l'évolution des décideurs fondamentaux, que sont les banquiers centraux aujourd'hui, permettra d'ouvrir une voie nouvelle mais efficace avant que nous n'ayons à subir une explosion majeure des bulles spéculatives que la planète économique redoute pour le moment, à juste titre et à court terme. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jacob. La parole est à Monsieur Hervé